Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des rendez-vous de connexion familiale. Nous espérons que vous trouverez ici des informations, des éclairages, des conseils qui vous aideront dans l'accompagnement des proches présentant un trouble de la personnalité borderline. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Mario Speranza, pédopsychiatre, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université de Versailles, chef du département de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au Centre hospitalier de Versailles et directeur de l'équipe de recherche INSERM Psychiatrie du développement de l'Université Paris-Saclay. L'un des principaux axes de son activité clinique et de recherche porte sur l'étude des troubles émergents de la personnalité chez les enfants et les adolescents, et en particulier les troubles de la personnalité borderline. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible et crucial pour de nombreuses familles. Faut-il et peut-on poser un diagnostic de trouble de la personnalité borderline chez un adolescent? Merci beaucoup Mario d'avoir accepté notre invitation pour y voir plus clair sur une multitude d'idées reçues avec des repères scientifiques accessibles, des métaphores concrètes et beaucoup de bon sens. Merci beaucoup. Merci de l'invitation, Sabine. On est vraiment ravis de t'accueillir et et il est vrai que ce diagnostic est, véritablement entouré d'un certain nombre de mythes qui planent au-dessus de sa tête et je voudrais, te poser une première question. Est-ce que le trouble de la personnalité borderline peut vraiment être diagnostiqué chez un adolescent? Est-ce que sa personnalité n'est pas encore en construction et ce qui pourrait poser problème? Alors, il est vrai que la personnalité, c'est quelque chose qui se développe avec le temps, chez l'enfant à partir d'un certain nombre de traits de tempérament, les relations interpersonnelles, l'histoire et puis ça se développe au fur et à mesure pendant l'adolescence et dans le jeune âge adulte et donc c'est pas quelque chose qui est figé. Cela dit, de l'autre côté, il existe, éléments de personnalité qui commencent à se structurer, au moment de l'adolescence et dans le cas de certaines situations les plus complexes, une certaine rigidité, apparaît et s'installe dès l'adolescence. Si, on fait référence aux classifications internationales comme le DSM ou, la classification de l'OMS, il est possible de poser un diagnostic de trouble de la personnalité dès l'âge de 12 ans, ce qui semble assez tôt. Mais si, ces caractéristiques de personnalité, c'est-à-dire la manière de ressentir les choses, l'identité, les relations aux autres, sont suffisamment stables, se retrouvent sur une durée de plusieurs mois, autour d'une année, ce qui est souvent le cas, c'est beaucoup plus long, et c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Mais surtout, c'est cette, modalité d'être, en termes de relations aux autres, d'une image de soi, c'est quelque chose qui s'associe à une grande souffrance, et quelque chose qui malheureusement ne disparaît pas, d'un jour à l'autre. Au contraire, elle peut se stabiliser, se renforcer, d'autant plus que la personne n'a pas une compréhension de ce qui se joue, de ce qu'il vit, de ce qui Oui, respire. tout à fait. Mmh. Donc on pourrait dire, il y a une certaine stabilité, dès l'adolescence, sur des traits de personnalité et encore plus quand ces traits sont rigides. Mais ça, c'est la même chose aussi chez l'adulte. C'est pas quelque chose qui est totalement figé même à l'âge adulte et ça commence dès l'adolescence, une certaine stabilité relative, qui s'associe à une certaine souffrance. Globalement, en termes vraiment de comment on pose le diagnostic, bah, il faut quand même que certains aires du fonctionnement soient présents, comme problématiques. Il s'agit de difficultés sur le plan des relations aux autres, des difficultés, dans la capacité à réguler les émotions et des difficultés à contrôler, l'impulsivité. Souvent, quand ces 3 domaines sont associés, bah, il y a des fortes chances qu'on soit dans un trouble de la personnalité, donc quelque chose qui commence à se stabiliser. John Gunderson, qui est un grand expert du domaine, avait, l'habitude de dire que, quand vous avez quelqu'un qui a une, crainte de l'abandon très intense et qui, se automutile, bah, vous avez des très fortes chances d'être dans le domaine d'un trouble de la personnalité borderline et ça, c'est présent dès l'adolescence. Mais on peut dire aussi que l'approche catégorielle, un oui ou non,
Il n'est peut-être pas si adapté, que ça chez les adultes, mais encore plus chez les adolescents parce que, bah, le développement, joue un rôle important et qu'une approche dimensionnelle est souvent plus important et jusqu'à quel point c'est difficile sur le plan relationnel, sur le plan du contrôle des impulsions, sur le plan de la régulation des émotions, dans les relations autres. Donc, cette intensité, elle est davantage, intéressante et pertinente pour voir jusqu'à quel point, bah, les choses sont à risque de devenir stables, de se figer, d'avoir un impact sur la vie de la personne. On pourrait utiliser d'ailleurs une métaphore qui est intéressante. Si on prend l'exemple, par exemple, d'une scoliose chez un enfant, un adolescent, bah, le dos n'est pas encore totalement développé, durant, l'enfance et l'adolescence. C'est un processus progressif. C'est pas parce qu'on identifie une scoliose, hem, que ça ne justifie pas le fait d'intervenir. Au contraire, le fait d'identifier une scoliose permet d'intervenir et d'éviter les conséquences négatives qui risquent d'être présentes tout au long de la vie. Mmh. Ben, plus on diagnostique tôt finalement, plus, on ça permet d'intervenir tôt et éventuellement d'éviter certaines conséquences, plus compliquées, plus tard et bah, on entend souvent dire en fait que tous les ados sont hypersensibles, sont impulsifs, sont instables. Mais comment est-ce qu'on fait véritablement la différence alors avec le trouble de la personnalité borderline? Alors, il est vrai que les adolescents, vivent les émotions comme des montagnes russes. La période de l'adolescence est une période particulière parce que les capacités à réguler les émotions sont en train de se développer et d'ailleurs, il y a même, quelque chose qui est, lié au développement du cerveau où les capacités, de contrôle du cerveau maturent plus lentement que les capacités, liées au fonctionnement émotionnel et notamment au ce qu'on appelle le système limbique, le système qui nous fait réagir aux émotions. C'est comme s'il y avait un petit décalage entre une émotionnalité très vive et une capacité de contrôle des émotions qui se développe plus tardivement. Donc ça, c'est présent chez tous les adolescents. Mais ça n'est pas la même chose quand ces difficultés sont intenses, sont Ouais. durables et sont handicapantes au quotidien avec un impact fonctionnel qui est majeur dans l'ensemble des domaines de la personnalité de ces adolescents. Et c'est surtout le fait que ce soit intense mais durable. S'il y a une sorte de moment d'instabilité émotionnelle à l'adolescence, autour de 13-14 ans, la plupart des adolescents apprennent à réguler les émotions et à y redescendre dans leur véhicule émotionnel intense et instable. Un certain nombre de ces adolescents, au contraire, restent dans une incapacité à réguler les émotions, Mmh. qui s'accompagnent à des comportements à risque, à des ruptures relationnelles fréquentes, à des décrochages scolaires, à des automutilations. Donc, tous ces symptômes, quand ils commencent à se stabiliser dans la durée, montrent que ce n'est pas tout à fait la même chose que cette instabilité émotionnelle qu'on retrouve un peu chez tous les adolescents. Mmh. Donc, quand on voit, qu'il y a un certain sous-groupe d'adolescents où ces critères, ces symptômes sont présents, sont stables et ont tendance à durer dans le temps avec un impact de plus en plus important en termes de souffrance, de d'autres troubles associés et puis en termes de devenir négatif. Et donc Bien quand sûr. on voit les choses de cette manière, on se rend compte que identifier ces symptômes, bah, c'est, important parce que plus la sévérité est importante, plus l'impact risque d'être important en termes de conséquences, à moyen et long terme. Alors Mario, est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre, malgré tout avant de poser un diagnostic? Parce qu'il y a un sujet, qui peut faire peur, c'est de coller une étiquette, sur une personne, en fait. Alors c'est un point délicat, en effet. Les adolescents peuvent avoir tendance, à s'identifier avec une étiquette, un diagnostic, et donc construire une image un peu négative, d'eux-mêmes, un lien aussi avec de représentations sociales, qui, mettent le trouble borderline, du côté des choses négatives ou des Mmh. images négatives de soi. Le problème, c'est il faut voir aussi le côté inverse. C'est que plus on attend, sans poser de diagnostic, sans intervention adaptée, plus les choses ont tendance à s'aggraver.
On sait par exemple qu'un adolescent qui a ce type de difficulté est plus à risque de conduite suicidaire, d'échec scolaire, d'isolement. Donc, poser un diagnostic, ça veut dire agir pour limiter les dégâts et les conséquences que tous ces symptômes ont sur la vie de la personne, tout en étant vigilant à ce que la personne ne s'identifie avec le trouble ou l'étiquette, mais utilise le diagnostic comme un moyen de comprendre son expérience qui peut l'aider à transformer et à faire évoluer les choses dans la direction souhaitée. En effet, on pourrait dire, ce qui nous intéresse, quelque part, c'est comme si, c'est pas, c'est identifier, voilà, l'étincelle, ou, le feu naissant qui risque d'embraser la maison. Ça ne veut pas dire que l'incendie est déjà là, dans certains cas, ou en tout cas il est pas, la maison n'est pas totalement en train de brûler, mais il y a un risque très important, et si on intervient tôt, bah, les dégâts sont beaucoup moins importants et notre capacité aussi d'intervenir est beaucoup plus efficace. Donc Mmh. on essaie d'identifier, parfois l'étincelle qui fait, développer le feu ou le début du feu sur lequel on est beaucoup plus efficace. Mmh. Ah, c'est une belle métaphore. Mais alors un autre mythe, est-ce qu'on peut soigner sans diagnostic? Est-ce que ce n'est pas suffisant d'apporter de l'aide, un soin, un peu, fait maison ou pas et sans forcément se poser cette étiquette qui est liée au diagnostic? Globalement, le fait d'avoir un diagnostic, aide à comprendre la situation de façon beaucoup plus précise. Parce que ça veut dire pouvoir s'appuyer sur toutes les connaissances scientifiques qu'on a autour du trouble. Donc, c'est, réduire les chances, d'utiliser des bonnes stratégies. Alors, dans le cas des troubles de la personnalité borderline, c'est encore plus important parce que les jeunes qui ont ce type de trouble ne répondent pas bien aux traitements classiques. Par exemple, les traitements antidépresseurs, qui sont prescrits Mmh. de façon très importante alors qu'on sait qu'ils ne sont pas efficaces. Certaines thérapies, qui n'ont pas été développées de façon spécifique pour ce trouble, bah, ne sont pas efficaces. Donc, ne pas poser le diagnostic veut dire priver l'adolescent et la famille de thérapies spécifiques qui tiennent compte des particularités de ce trouble, que ce soit sur le plan relationnel comme émotionnel. Donc, ne pas avoir de diagnostic enlève cette possibilité d'avoir toute une palette de stratégies validées et de spécificité dans l'intervention, qui est la clé, probablement d'une certaine, évolution positive, de ces troubles. On peut prendre un exemple, une métaphore, la métaphore d'une allergie alimentaire. On sait qu'il n'y a pas de pilule magique pour faire disparaître une allergie. Ce qu'on apprend quand on sait qu'on a une allergie, Mmh. et à identifier quels sont les facteurs qui déclenchent la crise. Et comment adapter ses habitudes, comment éviter par exemple certains aliments ou certaines situations, comment régler la crise une fois qu'elle apparaît. Donc c'est un ensemble de stratégies, à court et à long terme. C'est un peu la même chose dans le cas des troubles de la personnalité. Il n'y a pas un médicament, il n'y a pas une stratégie qui marche. On sait que plus on connaît les facteurs déclenchants, les contextes à risque, les situations que la personne a du mal à gérer, hem, plus il y a de chances de pouvoir s'ajuster, s'adapter et éviter les conséquences négatives des situations que la personne a du mal à gérer. Et puis éventuellement utiliser certains médicaments de façon adaptée, ajuster les stratégies de vie, faire des choix adaptés, éviter des situations, qui sont complexes à gérer. Donc Mmh. c'est un ajustement permanent et pour s'ajuster, il faut avoir les informations adaptées et les informations adaptées sont souvent associées à un diagnostic, bien identifié. Mmh. Par rapport juste aux médicaments, tu disais tout à l'heure, effectivement, il y a pas de par exemple, les antidépresseurs vont pas soigner le trouble de la personnalité borderline. En revanche, il peut être prescrit, ce que tu viens de dire finalement et si je comprends bien, pour, aider la personne qui va avoir, une manifestation, du trouble, par, une dépression, par exemple, un état de dépression?
c'est ça? Alors, c'est un point important. En effet, les études scientifiques, n'ont pas montré qu'un traitement médicamenteux particulier, soigne, le trouble de la personnalité borderline et les symptômes clés du trouble de la personnalité borderline. Hem, Ce qui ne veut pas dire que les traitements ne sont pas utiles pour, d'abord, les comorbidités, c'est-à-dire des troubles, supplémentaires qui sont présentes souvent de façon associée au trouble principal. L'un des exemples, c'est la dépression, par exemple, ou le trouble bipolaire, ou, d'autres comorbidités, comme des consommations de substances, par exemple. Pour certains de ces troubles associés, les traitements peuvent être utiles. Mais il faut être prudent parce que dans certains cas, si on prend l'exemple de la dépression, par exemple, la dépression est un symptôme qui est souvent associé au trouble de la personnalité borderline. Une personne qui a un trouble de la personnalité borderline a une vie difficile en Mmh. termes relationnels, en termes personnels, de projet de vie. Il y a beaucoup de souffrance. Donc, on pourrait dire que la dépression est quasiment naturelle dans le cadre d'un trouble de la personnalité. La vie est tellement compliquée et difficile qu'il y a toutes les raisons d'être malheureux. Ce qui ne veut pas dire que ce soit un traitement antidépresseur qui est la clé ou la seule clé pour, limiter ou réduire la dépression, mais c'est plutôt les stratégies de compréhension, d'aménagement, de la manière de vivre, de régulation des émotions. Et quand on utilise les traitements antidépresseurs, il faut être prudent et ne pas surestimer l'efficacité, mais ne pas être contre. Et là, à nouveau, ça devient un travail de collaboration avec la personne qui a le trouble pour dire en quoi ça aide, en quoi ça n'aide pas, pour éviter de surinvestir ou de maintenir des traitements qui ne sont pas efficaces. Mmh. Alors, chez les adolescents, c'est encore plus délicat parce que on sait que les traitements antidépresseurs sont encore moins efficaces chez les adolescents que chez les adultes. Et donc, le risque, c'est de mettre en place de traitements qui ne sont pas efficaces et qui sont maintenus longtemps, Mmh. alors que on sait qu'ils n'ont pas forcément une efficacité claire, et donc il faut une posture encore plus prudente, et participative, collaborative pour éviter de maintenir un traitement, de façon prolongée quand il n'est pas, justifié. OK. Et on parle beaucoup de stigmatisation, surtout en cette année de grande cause nationale, dédiée à la santé mentale. Est-ce que donc poser un diagnostic en disant à un adolescent, qu'il a un trouble borderline, on ne risque pas de le stigmatiser? On a parlé tout à l'heure d'étiquette, mais Heu, on peut aller un peu plus loin et là, plus par rapport à lui, est-ce que, il risque pas de se sentir justement complètement à part et même d'être un peu brisé, enfin un peu beaucoup brisé par cet Alors, élément? le problème, je pense que c'est plutôt, l'autostigmatisation que les personnes ont d'eux-mêmes. Un adolescent qui a ce genre de difficulté a tendance à, se sentir responsable de ce qui lui arrive, de sentir qu'il est différent des autres, qu'il y a un problème, hem, qu'il ne fait pas d'efforts, qui, quelque part est responsable de son mal-être, et le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, qui lui appartient, dont il n'a pas de compréhension. Donc cette auto-stigmatisation est, beaucoup plus forte que la stigmatisation qui vient de l'extérieur. Et laisser un adolescent sans avoir les clés de lecture de ce qu'il vit, c'est le laisser tout seul avec sa souffrance, Mmh. sans lui donner les moyens de comprendre la logique de ce qu'il vit, qui est essentielle pour essayer par la suite d'agir de façon autonome et engagée pour modifier, un certain nombre de choses qui sont problématiques. Donc, on sait que les études, montrent que les adolescents, les jeunes adultes et les familles sont soulagés par le fait de poser un diagnostic. Souvent, ils voient dans les symptômes et dans le diagnostic, quelque chose qui le miroir de ce qu'ils vivent. Et d'un seul coup, ils se sentent compris, ils comprennent un peu qu'ils ne sont pas tout seuls, que ce qui leur arrive a une logique, même si c'est quelque chose de douloureux. Donc c'est une compréhension du vécu qui est essentielle pour éviter l'autostigmatisation, et d'ailleurs aussi la stigmatisation qui vient de l'extérieur, quand on n'a pas les moyens, de répondre à des questions ou expliquer qu'est-ce qui se passe, dans la vie de la personne.
Et puis par ailleurs, il y a quelque chose qui est un peu plus général, c'est le fait que, poser le diagnostic et donner le diagnostic est un droit du patient. Donc, même si, on doit faire ça de façon, subtile, progressive, avec beaucoup d'empathie, ne pas donner le diagnostic, ne pas donner les informations qui vont avec le diagnostic, c'est enlever un droit, fondamental qui est celle d'avoir une connaissance, et dans un rapport qui est paritaire, entre le professionnel et la personne. Mmh. Si j'insiste beaucoup sur cet aspect médical, parce que je considère que c'est un avantage de considérer que c'est un trouble, qui donc dont on qui fait partie des troubles, qu'on connaît dans le domaine médical, et pas quelque chose qui est lié à du caractère ou à quelque chose lié à la volonté, ou à la mauvaise volonté. C'est un peu comme, si je prends un exemple sur le plan, somatique, heu et on prend l'exemple du diabète. On aurait du mal à cacher le diagnostic de diabète à un patient. Bien sûr. On lui reprocherait pas non plus de boire trop d'eau parce qu'il est diabétique, Bien parce que sûr. c'est un symptôme de son trouble. C'est la même chose dans le cas des patients borderline, heu et au contraire, ce qui se passe, c'est quand on donne pas le diagnostic et quand on leur reproche leur comportement comme si c'était, volontaire, on oublie que c'est des symptômes de leur trouble. Mmh. Et donc non seulement c'est justifié de leur donner le diagnostic, de leur expliquer, mais faire en sorte d'expliquer que les symptômes font partie des difficultés pour lesquelles ils demandent de l'aide. Mmh. Donc toute cette logique fait qu'il y a un intérêt quand même de partager le diagnostic avec l'adolescent, avec la famille. Bien sûr et ça n'est pas une condamnation à vie de dire qu'un ado, est atteint du trouble de la personnalité borderline? Non, pas du tout, et on sait, ça c'est important, ça fait partie de la psychoéducation, qui est associée au diagnostic. On sait que, les troubles de la personnalité ont tendance à évoluer. Si on prend juste les critères diagnostiques de quelqu'un qui est, diagnostiqué comme ayant un trouble de la personnalité borderline à 20 ans, bah, si on le revoit 20 ans plus tard, on ne retrouve pas les critères diagnostiques qui permettent de poser le diagnostic. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va forcément bien et qu'il peut y avoir beaucoup de difficultés qui sont parfois associées à tout le parcours, associé, aux troubles en termes de comorbidité, en termes de difficultés d'adaptation sociale, en termes de difficultés relationnelles. Mais aussi que le diagnostic peut avoir évolué, que les critères ne sont plus présents, que les choses se sont, stabilisées et que cette stabilisation est souvent en lien avec ce que la personne fait, met en place, développe comme stratégie pour aller mieux et faire évoluer ses difficultés. On pourrait dire que, Mmh. ça n'est pas, quelque chose d'un diagnostic à vie, et au contraire, plus, on identifie et on met en place de stratégies, bah, plus il y a des choses qui évoluent. À nouveau, si on prend une métaphore, médicale, bah, si quelqu'un a une fracture, beh, la fracture, elle se repart, et elle va mieux et la jambe ou le bras n'a plus du tout la même vulnérabilité qu'elle avait au début. Hem et donc, alors que si on ignore, une fracture, elle peut soigner moins bien, il peut y rester des séquelles. Donc c'est le contraire, ne pas prendre compte, ce problème qui risque de compliquer le Mmh. Avoir, finalement ce diagnostic permet de mieux comprendre de quoi souffre la personne et pour elle, mais également aussi pour ses proches, pour pouvoir accompagner, être que chacun soit acteur en fait dans le parcours de soins et dans l'accompagnement, dans l'aide, tout à fait. c'est, c'est important et justement, dans le cadre de ce parcours de soins, heu on dit que, les jeunes qui sont atteints du trouble de la personnalité borderline, sont parfois trop difficiles à suivre en thérapie. En tout cas, c'est une idée reçue. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est vrai que, il s'agit d'adolescents, ou de jeunes adultes, qui peuvent avoir des réactions très fortes. C'est leur problème. Le problème d'une personne qui a un trouble de la personnalité borderline, c'est sa manière d'être en relation avec les autres.
Mmh. Ils vivent les choses d'une manière tellement intense que la relation aux autres est difficile. Mais donc c'est normal que ça se passe, de cette même manière aussi avec les thérapeutes. La relation avec un thérapeute est une autre, forme de relation, et donc la personne amène dans sa relation avec le thérapeute sa manière d'être. Mais dans sa manière de s'exprimer, bah, c'est tout son trouble. C'est les symptômes du trouble. C'est pas une mauvaise volonté, c'est pas il le fait pas exprès, heu, c'est sa manière d'exprimer, que la relation, par exemple, a du sens. Elle est significative, elle est importante. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que si, heu la relation est, une relation engagée, où il y a quelque chose qui se joue, c'est là que la personne peut exprimer sa manière d'être, dans laquelle, bah, il y a aussi la difficulté à réguler les émotions, à se sentir abandonné, à réagir de façon très forte à moindre, perception possible de rejet. Donc tout ça s'active dans la relation thérapeutique. Mais on sait aussi que c'est justement identifier ces éléments dans la relation et les travailler, que c'est l'un des outils de changement les plus puissants. Donc la relation, paradoxalement, c'est ce qui est de plus difficile et en même temps, c'est ce qui permet de faire évoluer les personnes en prenant en compte les spécificités de ces difficultés qui sont dans les relations aux autres. Globalement, on pourrait dire, si on utilisait là à nouveau une métaphore, c'est des personnes, c'est des adolescents qui crient très fort. Mais c'est pas parce que quelqu'un crie très fort qu'on ne doit pas considérer que le fait de crier très fort, c'est l'équivalent d'une manière d'exprimer la souffrance. Mmh. On pourrait dire qu'ils expriment leur souffrance d'une manière, paradoxalement, qui a tendance à éloigner les autres plutôt que les rapprocher. Donc c'est le problème, ce n'est pas le fait qu'ils crient fort ou qu'ils s'expriment de façon, très bruyante, mais c'est comment faire en sorte que cette manière de s'exprimer, puisse être entendue C'est et ça. puisse aussi, être accompagné d'autres manières de demander de l'aide qui sont plus faciles à accepter par les autres. Mmh. Si je demande à quelqu'un gentiment quelque chose, j'ai plus de chances de l'obtenir. Sauf que le problème de ces adolescents, c'est ben qu'ils ne savent pas. Ils sont pas très compétents dans la manière de demander de l'aide, alors que leur demande d'aide est tout à fait pertinente. Tout à l'heure, tu disais qu'il pouvait y avoir justement une évolution favorable. Heu, il y a des critères qui sont très présents et puis au fur et à mesure justement de la thérapie, de l'accompagnement, ça peut s évoluer favorablement. Donc, ce diagnostic est vraiment réel? C'est pas juste une construction théorique en fin de compte? C'est pas gravé dans le marbre? Alors, les classifications internationales, utilisent des critères pour donner une certaine cohérence aux connaissances, à ce qu'on observe. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est une manière, de, représenter, la réalité qu'on observe. Donc, je ne pense pas que les troubles existent dans la nature. C'est notre manière actuelle d'essayer de donner une certaine cohérence, un certain sens, heu, à ce qu'on observe. Donc c'est un outil pragmatique. C'est une manière d'organiser les connaissances. Donc, il ne faut pas non plus, surinvestir, d'énergie ou d'idéal autour du diagnostic ou même du nom du diagnostic. Et donc, dans la pratique, clinique, il faut être aussi pragmatique. Et donc, on peut dire: «Bah, écoute, tu sais, ce que tu me racontes, le fait que, bah, tu as tendance à t'automutiler quand tu es stressé, que pour toi être en relation avec les autres, c'est beaucoup de souffrance, tu as peur quand tu t'approches des autres, que tu te sens souvent, tu as une image de toi très négative». Bah, quand tu me racontes tout ça, ça me fait penser à ce que nous, dans notre profession, on appelle un trouble de la personnalité borderline. Est-ce que tu aurais pas envie de regarder un peu les critères, les symptômes, pour voir ceux qui te parlent, ceux qui te parlent pas? Parce que ça peut nous aider à avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas l'étiquette, le diagnostic, le nom, c'est ce qui te permet de comprendre de l'espèce ce que tu fais. Donc c'est une sorte de repère temporaire, qui permet d'organiser, les choses. C'est pas ton identité, hein, c'est ta manière de vivre les choses, mais qui peut évoluer, d'autant plus si tu comprends mieux ce qui t'arrive.
Donc, je vois le diagnostic, pas comme une vérité, comme une réalité, mais plutôt comme, on pourrait dire une boussole. C'est quelque chose qui permet à quelqu'un de s'orienter. Quand on est en tant que, professionnel, mais le patient fait la même expérience, dans la situation émotionnelle, que vit une personne qui a un trouble de la personnalité borderline, c'est comme il était, l'image que j'ai, sur un bateau, dans le brouillard et il y a des rochers à droite, à gauche. Donc, à tout moment, on peut s'écraser sur des rochers parce qu'on ne voit pas exactement où on va. Bah, qu'est-ce que c'est le diagnostic? Bah, c'est une boussole qui nous aide à dire: «Bah, je sais où je vais». Je sais que, bah, si je vais dans cette direction, il y a plus de chances que j'arrive à passer ce cap difficile. Voilà, donc c'est une manière d'utiliser une stratégie, pour se repérer et pour s'organiser dans la vie et puis dans la thérapie. Ouais. J'aime beaucoup l'image de la boussole. C'est très parlant. Alors, du coup, cette boussole, une fois que le diagnostic est posé, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on accompagne l'adolescent? Et puis la famille aussi, elle a un rôle à jouer là-dedans. J'espère que j'étais suffisamment, clair sur le fait que le diagnostic est vraiment, pertinent, utile, s'il s'accompagne de tout ce qui est l'explication du trouble, la compréhension du trouble. Qu'est-ce que se joue? Comment le trouble, quels sont les risques de le devenir? Donc tout ce qui est la psychoéducation. Et donc je pense que la première étape essentielle, quand on pose un diagnostic, c'est l'accompagner de la psychoéducation. La psychoéducation, c'est donner des informations, évidemment, donc il y a une dimension pédagogique de partage de connaissances, mais c'est aussi aider la personne à comprendre l'expérience qu'il fait. Et à partir du moment où la personne comprend l'expérience qu'il fait, comprend les mécanismes qui amènent à certains comportements, mais là, il a une possibilité d'intervenir, de modifier beaucoup plus simple, beaucoup plus immédiate, évidente, Bien sûr. euh, à partir du moment où il comprend les choses. C'est pour ça que la psychoéducation veut dire aussi accompagner le diagnostic des explications les plus, validées, les plus reconnues, qu'on retrouve dans la littérature scientifique. Et donc ça, c'est pour ça que c'est important de s'appuyer sur les connaissances. Si je prends par exemple 2 3 modèles qu'on utilise dans ce trouble et qui aident vraiment la personne à comprendre l'expérience. Ben, celui qu'on utilise d'ailleurs, dans le modèle connexion familiale, qui est le modèle l'un des modèles de l'hypersensibilité interpersonnelle qui a été développé par, John Gunderson. Ce modèle explique que, les réactions des personnes ne sont pas exagérées. C'est juste que la personne a une telle sensibilité dans les relations que dès qu'il est en relation avec quelqu'un, bah, il a peur que ça se passe mal, d'être rejeté, d'être abandonné et donc tout le fonctionnement de la personne est centré sur tous les signaux possibles de rejet. Donc il y a comme un biais de lecture et donc cette hypersensibilité fait que les relations avec les autres, ben, c'est comme s'il y avait une sorte d'alerte permanente, ça va mal se passer et quand on a cette alerte, cette inquiétude permanente, on a tendance à se comporter d'une manière qui provoque ce type de réaction par les autres. Par exemple, si j'ai peur d'être abandonné, je peux devenir très insistant. Mmh. Et si je deviens très insistant, eh ben, je peux mettre l'autre personne en situation bah, d'être gêné au point d'avoir envie de prendre du recul. Et s'il prend du recul, eh ben, il fait vivre à la personne le rejet dont il avait peur. Ouais. Mais on voit que c'est des mécanismes, et quand la personne se rend compte de ce type de vulnérabilité, ben, il peut essayer de les anticiper. Si je prends un autre modèle également qui est utilisé fortement dans le modèle connexion familiale, c'est la réactivité émotionnelle. Ben, on sait que ces personnes sont, les adolescents et les jeunes adultes, ont un seuil très faible d'activation émotionnelle. Donc, les déclencheurs provoquent facilement de réactions émotionnelles, même s'ils sont très subtils. L'intensité de l'émotion qui est générée est très intense. Elle a des pics et puis ça met longtemps à revenir, au niveau de base. Et donc on sait que, l'intensité des réactions est, heu, énorme, impressionnante. Mais il y a une logique à cause de cette vulnérabilité. Et donc, ce qui peut apparaître de l'extérieur comme exagéré, ne l'est pas de l'intérieur. Parce que c'est cette intensité-là qui est vécue par la personne. Donc quand la personne et l'environnement comprennent, jusqu'à quel point c'est intense,
ils peuvent ne pas disqualifier, ne pas invalider l'expérience que fait la personne, parce qu'ils se rendent compte que ce qui peut apparaître de l'extérieur comme un événement banal, bah, a eu un impact extrême chez la personne qui a ce type de difficulté. Et enfin, un troisième modèle, par exemple, qui nous aide aussi, à comprendre, c'est le modèle transactionnel, développé par Alain Fruzetti, à nouveau qu'on utilise dans le modèle connexion familiale. C'est que quand une personne exprime de façon inexacte ce qu'il ressent, il a tendance à générer des réactions négatives par, son partenaire, par l'environnement, qui amène une réponse qui est l'inverse de ce que la personne souhaite. Si j'ai besoin de soutien, mais je l'exprime en criant, il y a de fortes chances que l'autre n'ait pas envie de m'apporter ce soutien. Alors que si je le demandais de façon adaptée, disant: «Je me sens pas bien, j'ai besoin d'être aidé», beh, ça donne beaucoup plus envie et ça amène à que la personne me réponde d'une manière qui est ressentie comme, adaptée et en lien avec ce qu'on souhaite. Mmh. Tout ça est en lien avec la psychoéducation et puis évidemment avec le fait de, le vivre, donc de s'en approprier. La psychoéducation, c'est pas seulement des informations, mais c'est après il faut les intégrer dans son vécu intime, ce qui est évidemment bien plus complexe. Bah, c'est pas évident effectivement et c'est ce qu'on apprend dans le programme de connexion familiale, effectivement, il y a ce côté non-jugement, qui permet de mieux de mieux accepter le comportement de la personne concernée et puis la fameuse validation, en fait, pour pouvoir l'accompagner au mieux et À et nouveau à comment? nouveau, si on utilisait, on avait utilisé tout à l'heure la métaphore de la boussole, Ouais, on va dire le diagnostic, c'est comme une sorte de carte du territoire. La boussole est l'un des outils et la psychoéducation est l'un des outils qui permettent effectivement, de piloter, le bateau. En effet, c'est un moyen pour avancer, hein, ouais, dans la bonne carrément. direction. C'est certain. Hem, c'est certain et finalement, est-ce que ce serait pas aussi une question de respect du patient, ce fameux diagnostic? À nouveau, c'est un droit, qui fait partie des droits, d'avoir les connaissances nécessaires, pour, avoir la liberté de choix, de son propre, parcours de soins. Avoir le diagnostic, c'est invalider la souffrance, retirer un moyen d'être acteur dans les soins. C'est une forme d'abandon, si on allait un peu plus loin, même si, à nouveau, il faut comprendre que toutes les précautions, heu que les professionnels ont pour ne pas poser le diagnostic, c'est pour protéger le patient des étiquettes, de la stigmatisation, de quelque chose qui serait s'identifier avec le trouble. C'est des précautions, des protections qui risque d'avoir un effet inverse, heu Ouais, j'insiste, est-ce que beaucoup les personnes qui ont ce trouble et les professionnels, hem, ont désormais bien identifié, que c'est le contraire, c'est le diagnostic permet d'éviter la stigmatisation et de permettre, à la personne de s'engager dans des soins, adaptés, heu, étant un acteur. Du côté de la famille, c'est comprendre et s'engager d'une manière adaptée et ajustée, hem, autour de tous ces difficultés qui deviennent beaucoup plus compréhensibles. Et ce qui est important, c'est que la personne fasse aussi l'expérience d'être reconnue dans ses difficultés, dans sa manière d'être, parce que, la validation, c'est aussi une acceptation, et ce qui permet après le changement. ça change tout effectivement, pour tout le monde, pour l'environnement et pour la personne concernée, d'être, d'être considéré en fait dans son entièreté. Ouais. Et donc on pourrait dire que, mettre un mot sur la souffrance, ça l'alourdit pas, au contraire, ça la, rend, plus légère, plus grâce à la compréhension que ça ouvre. Oui, Et en même temps, bah, il faut tenir compte qu'il y a des risques de stigmatisation qui sont aussi sociétales, sur lesquels il faut agir également pour modifier l'image et la représentation que, heu, les gens ont de ce trouble comme quelque chose, par exemple, de chronique, de négatif, de volontaire, et associé à une évolution, catastrophique parce que les données montrent que ce n'est pas le cas.
Merci beaucoup Mario. Et si tu avais un message à adresser à un parent ou à un jeune qui vient de recevoir ce diagnostic, quel serait-il alors? John Gunderson avait tendance à dire, «Bah, c'est une bonne nouvelle, on sait ce que vous avez». Mmh. Et c'est-à-dire que, mais ça, c'est juste le début, c'est pas la fin. Donc, donner le diagnostic, associer le diagnostic, à, une explicitation, un partage de comment la personne fonctionne, quelles sont ses vulnérabilités, mais aussi quels sont ses potentiels, ses capacités, ses ressources. Donc, faire, avoir cette image globale, de ce qu'il est et ce dont il souffre, c'est le début d'un chemin. Et c'est ce qui ouvre la possibilité d'un accompagnement, d'une compréhension de soi, une compréhension d'autrui et donc vraiment une ouverture vers un avenir dont la personne, est un acteur. Sachant à nouveau que, ça c'est important aussi de signaler, la plupart des, stratégies thérapeutiques qu'on peut proposer à aux patients, heu, ne sont pas pour faire disparaître les symptômes. Évidemment, c'est un objectif important, mais c'est donner, des compétences qui permettent de s'ajuster mieux au vécu émotionnel, aux relations autrui, au contexte et permettre à la personne de s'investir dans ce qui est important pour lui, donc les projets de vie, là, qu'est-ce qu'en sont les valeurs? Qu'est-ce qu'on veut être dans la vie? Qu'est-ce qu'on veut devenir? C'est-à-dire ce que Marshall Linehan, évoquait comme, qu'est-ce que c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue? Et c'est toutes ces compétences qui se construisent grâce aux thérapies, sont possibles à partir d'une compréhension du diagnostic et une compréhension des enjeux qui sont associés au diagnostic. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle, parce que ça ouvre à plein de choses et à un parcours dans lequel les difficultés ne disparaissent pas, mais on a des outils et des moyens et la personne a des outils et des moyens pour y faire face. Le champ des possibles. Voilà, Tout est exactement. ouvert, ouais. Encore merci vraiment, Mario pour toutes ces explications. Grâce à toi, nous avons pu, en tout cas j'ai pu, j'espère que, nos auditeurs aussi, mieux comprendre les enjeux du diagnostic et puis décrypter aussi, tous ces mythes qui planent au-dessus de cet élément majeur, dans le parcours de soins et j'espère que tu reviendras à notre micro pour aborder bien d'autres sujets, qui concernent le trouble de la personnalité borderline et les dysrégulations émotionnelles également. Merci de l'invitation et plaisir de revenir, partager avec vous, les connaissances, de la communauté, autour de ces troubles. Merci beaucoup. Alors nous espérons que cette interview vous apportera des clés précieuses et je vous dirais aussi de ne pas hésiter à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode des rendez-vous de connexion familiale que vous retrouvez sur notre chaîne YouTube et aussi sur toutes les plateformes de podcast qui sont également à votre disposition. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir Mario et à très bientôt. Au revoir à tous.
On est vraiment ravis de t'accueillir et on est vraiment ravis de t'accueillir et Merci de l'invitation, Sabine. on est vraiment ravis de t'accueillir et